Aujourd'hui, je suis smooth en tabarouette. J'ai même pas attaché mon tablier. Souvent dans les quiz, les petits quiz le fun, il y a toujours la question qui revient. Si t'es pris sur une île déserte, ça serait quoi le plat que tu pourrais manger pour le restant de tes jours? Et c'est 7 recettes qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Le plat que je pourrais manger à tous les jours, n'importe quelle heure de la journée, pour le restant de mon temps sur cette planète. Personnellement, j'ai appelé cette recette le Sushi Bowl. Pas convaincu que c'est l'appellation adéquate. De manière un peu plus traditionnelle, on pourrait appeler ça des temaki, mais étant donné que je veux pas piler sur des traditions, je vais juste appeler ça un bol de riz avec des feuilles de nori et du poisson. All right. Si vous le savez pas, une de mes plus grandes lacunes en cuisine, c'est la cuisine du monde. J'ai passé beaucoup de temps à étudier le terroir québécois, à aussi affûter mes techniques dans le répertoire de la gastronomie française, mais très peu à plonger dans l'univers de la cuisine du monde. Pour moi, c'est important de rester connecté avec ce qui se passe ailleurs, des saveurs différentes, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Et là, maintenant que j'ai l'opportunité de cuisiner ici au studio, j'ai pu prendre un peu de recul par rapport à ça, puisqu'on a plus d'opportunités de faire un peu ce qu'on veut ici pour la clientèle. Et donc, j'ai commencé à plonger un peu plus dans la cuisine du monde. C'est comme ça que cette recette est arrivée. Le concept est simple. On a un bol. En plein centre du bol, on a du riz à sushi qui est encore température pièce. Pas trop chaud, pas trop froid. On a des feuilles de nori. On a des crudités. Moi, j'aime bien mettre concombre, carottes, une sélection d'herbes, oignons verts, coriandre. Après ça, une petite sélection de marinades. J'aime bien utiliser les fameux jalapeno bread and butter qu'on aime tant, du gingembre mariné, quelques sauces et une sélection de poissons. Donc là, aujourd'hui, on a du thon et on a aussi du saumon. Donc le but, c'est de prendre une feuille de nori, mettre un peu de riz dans le fond, mettre la protéine de notre choix, quelques crudités, l'assaisonnement de notre choix et de manger. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a pas de répétition. On peut construire sa prochaine bouchée comme on la veut. On peut saisir le palais à chaque fois qu'on se fait un nouveau petit temaki, un nouveau petit taco, peu importe comment ce que vous voulez l'appeler. C'est une recette qui est ultra satisfaisante, fraîche, à la fois gourmande, mais pas lourde. Ça demande pas trop d'efforts à préparer non plus. Il faut juste y penser. Et en plus de tout ça, je dois dire, c'est une recette exceptionnelle pour recevoir. C'est impressionnant, mais en même temps, c'est si simple à faire. Il y a tellement peu de mise en place parce que tout se prépare à la table. Tout le monde se fait un petit taco eux-mêmes, se fait un petit bol, machin. Ça devient un peu comme une expérience de grand partage autour de la table. On se retrouve en cuisine et cuisinons cette merveille, ce plaisir gustatif, ce plat qui pourrait stimuler mes papilles gustatives jusqu'à la fin des temps. C'était la dernière fois que je portais ma tuque comme ça. À vie, je vous le promets, je ne veux plus jamais me voir avec la tuque de même. Alors le riz, possiblement une des choses les plus ratées dans ce monde. Et aujourd'hui, on ne le ratera pas. Je vais vous donner mes trucs pour réussir à faire un riz à sushi exceptionnel. Évidemment, j'ai pas passé 10 ans au Japon à faire du riz à tous les jours, comme la légende raconte du droit de passage de quand tu es un apprenti sushi master, tu dois faire du riz pendant 5 ans, puis après ça, tu peux commencer à nettoyer le poisson. OK guys, je suis pas un sushi master, je suis un Québécois brésilien qui veut faire du riz à sushi à la maison. C'est la technique que j'utilise, qui est simple, efficace et délicieuse. Donc, je vous la partage. Ici, j'ai, dépendamment de la quantité de personnes qu'on nourrit, bien sûr, vous allez pouvoir utiliser la quantité adéquate de riz. Je dirais peut-être une tasse pour 2 personnes environ. Ce qui est important de savoir, je vois beaucoup de chefs, ouais, à l'œil, on fait la jointure, non. Oh hell no! Oh hell no! Le riz, on fait ça au volume. Ça fait, peu importe c'est quoi le type de riz, le volume, c'est super important. Ce que je veux dire par le volume, c'est on prend pas une balance, on prend peu importe le contenant. Ça peut être une tasse à mesurer, ça peut être un verre. Ok, je remplis le verre ici. Rempli. Alright, ça j'ai un verre plein de riz. Là, admettons, pour du riz à sushi, le ratio d'eau et de riz, c'est 1 pour 1. Si c'est du riz basmati, c'est 1 pour 1,5, right? Très rarement, ça va dépasser le 1 pour 1,5. Peut-être le riz sauvage, que c'est, je pense, 1 pour 2 ou même quasiment 3. Puis on va mettre un texte qui
qui s'assure que je ne dis pas des sottises. Le riz à sushi aussi, il s'appelle bien sûr pas le riz à sushi, il s'appelle le riz calrose. Si vous le cherchez à l'épicerie et que vous essayez de trouver le riz à sushi, ça risque d'être difficile. C'est le riz qui s'appelle le riz calrose. Cool. Première étape, on va le rincer. Alright, on n'en a pas parlé, mais je vais utiliser un rice cooker pour la cuisson du riz à sushi. La raison pourquoi je préfère utiliser un rice cooker, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas de perte d'humidité. Tout est emprisonné à l'intérieur et tout est cuit adéquatement. On peut le faire dans un chaudron, c'est juste qu'il y a plus de marge d'erreur. Peut-être que votre chaudron il est mal scellé, donc l'humidité peut s'évacuer du chaudron plus facilement. Là, étant donné qu'on est dans un ratio très serré de 1 pour 1, pour avoir vraiment la mâche de riz à sushi qu'on désire, c'est important d'être sûr qu'il n'y ait pas trop d'évaporation d'eau durant la cuisson et que cette eau-là pénètre le grain de riz. Un rice cooker, ça coûte pas trop cher. Ça m'a pris du temps avant de me dire, OK, j'achète un rice cooker, mais une fois que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps. Ça coûte pas trop cher, c'est un outil le fun. Ça permet aussi d'oublier. Tu sais, des fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On fait cuire du riz, il faut aller chercher l'ébullition, normalement, si vous le cuisez comme je le cuis, mais je suis pas mal sûr que ma technique est la bonne. On veut monter l'eau et le riz à ébullition une première fois, puis après ça, il faut fermer le feu, mettre le couvercle, mais souvent, il y a comme une espèce d'entre-deux où est-ce que la chaleur est trop élevée. Là, ça fait en sorte que le chaudron explose, il y a de l'eau de riz partout, c'est désagréable. Le rice cooker, on pense plus à ça. Cool. Lui, Hamilton Beach, compagnie de merde, ça m'a coûté 20$. Je l'adore. On attrape le bol, peu importe, là, le truc qui va à l'intérieur du cooker. Je vais juste déposer le riz comme ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est rincer le riz jusqu'à temps que l'eau soit claire. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment le rincer à grande eau, mixer, s'assurer que toute la petite farine résiduelle de riz qui s'est installée entre les grains, on la retire. Ça peut ajouter une texture encore plus collant au riz qui est moins agréable. Donc, on veut s'assurer de le rincer. Puis, on pourrait dire aussi que pour des questions sanitaires, on préfère le rincer. Et là, ce que je veux dire à grande eau, c'est que j'ai de l'eau froide et je donne du mouvement entre les grains pour être sûr de chercher un maximum de la farine de riz. C'est ça. Là, ça ressemble à ça. Une vase blanchâtre. Et, étant donné que le riz est lourd, il va retomber dans le fond et je peux juste verser l'eau comme ça. En m'assurant que le riz tombe pas du bol. Boum, et on continue. Ça risque de prendre au moins 5 fois avant qu'on ait quelque chose de clair. Qui a déjà vu la vidéo du gars qui dit laver le riz? Il faut laver le riz. Il faut laver le riz. Il faut laver le riz. C'est pas un débat, c'est pas une question genre ah, t'es plutôt chocolatine ou pain chocolat? Non. Là, c'est vraiment de plus en plus clair. On peut voir, l'eau est claire, on voit le riz dans le fond du bol. C'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le riz tremper pendant 15 minutes. On veut lui donner une chance de se réhydrater un peu juste avant de le cuire, puisqu'on va vraiment faire un ratio qui est bas en humidité durant la cuisson. C'est juste, on lui donne une petite chance d'avoir cette texture qu'on recherche du riz à sushi en le laissant tremper pendant 15 minutes. Et si on l'observe, en ce moment, il est encore un peu transparent. On peut voir qu'il y a quelques grains qui sont un peu plus blancs. Vous allez voir, 15 minutes plus tard, on va être sur quelque chose de complètement différent. Petite mention, c'est seulement le riz calrose à sushi qu'on fait tremper avant de cuire. Je ne ferai pas ça pour du riz basmati, du riz jasmin, vraiment juste le riz calrose. L'assaisonnement pour le riz, c'est pas trop compliqué. On a du vinaigre de riz. Je vais ajouter dans un petit chaudron. Je vais ajouter sel et du sucre. Le sucre peut étonner, mais si on se rappelle, le riz à sushi, il y a quand même un petit côté sucré intéressant, donc c'est important. On va pouvoir porter le mélange à ébullition pour s'assurer que le sucre soit bien fondu. Donc j'ai mon petit fouet. Timing extraordinaire. Le riz est sur le bord de sonner. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, ça fait 15 minutes que le riz trempe. Si on prend le temps de l'observer, comparativement à tout à l'heure, tous les grains sont rendus blancs. Donc, pour être sûr d'avoir un ratio vraiment précis d'eau par rapport au riz, je vais essorer le riz. Pas obligatoire, mais je le fais quand même parce que ça m'a toujours donné un résultat qui est parfait à chaque fois. Donc là, je m'assure de vraiment enlever le maximum d'eau. Je vais remettre le riz. Et là, j'avais 2 tasses de riz, donc on va mettre 2 tasses d'eau. Je m'assure qu'il n'y a pas de grain de riz qui est resté collé sur la paroi du bol. Et c'est parti. Riz blanc, ciao bye. Donc ça va prendre un bon 45 minutes, ce qui va nous donner le temps de préparer le reste. Mon assaisonnement à riz a porté à ébullition. Tout est fondu. Il ne faut pas que ça réduise non plus. Juste être sûr que tout est bien fondu. Et que je vais pouvoir juste garder ça de côté. Et une fois que le riz va être cuit, on va pouvoir l'assaisonner. Et si on était pour ajouter du sel
avant la cuisson, il y aurait potentiellement des chances que le sel attaque l'extérieur du riz et fasse en sorte que l'eau rentre pas à l'intérieur du grain. Donc c'est pour ça qu'on cuit le riz sans assaisonnement et qu'on l'assaisonne après. C'est comme certaines légumineuses, si on met du sel durant la cuisson, ça va prendre beaucoup plus de temps à cuire, donc on veut toujours les assaisonner à la fin de la cuisson. Chef Acrobatics. How crazy was that? It's a light one, but I'm still. Bro. Wait a minute. Prochaine étape, on va s'occuper de nos protéines. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du magnifique thon albacore et du saumon. Le thon qu'on va servir en tataki et le saumon qu'on va servir en tartare. Tout commence par, bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? Un liquide. Qu'est-ce qu'on a pas juste à ses côtés? Du sel fin. On s'attend à quoi? Saumur! Peut-être que mon nouveau nom, ça devrait être Camille Summer Oui Chef. J'ai 3 litres d'eau, 300 g de sel. Boum. Aussi simple que ça. On mélange bien. Maladie. Oh! Fait que, donc je vais, évidemment, mon morceau de thon est un peu trop long pour mon contenant. C'est pour ça que je vais mettre la main sur une lame, juste ici. Une lame qui est bien sûr disponible sur le site de Stay Sharp. Nos amis, la famille, vous les connaissez, vous le savez. Les meilleures lames japonaises disponibles au même endroit, que ce soit sur le site Internet ou au magasin. Écoutez, guys, ça se passe tellement bien chez Stay Sharp. Il y a un magasin à Montréal, puis ils viennent d'en ouvrir un autre à Québec. C'est la dominance. Code Camille Louis Chef pour 10% de rabais au checkout. Faites-vous plaisir, améliorez votre expérience de découpe à la maison. Je vous en oblige quasiment. Tout ça pour dire que j'allais juste couper en deux mon thon. Et voilà. On le plonge à l'intérieur de la saumure. Boum! Et on part un 10 minutes en minuterie. 10%, 10 minutes. Blague à part, la saumure avec le thon, c'est super important. Ça va le raffermir, ça va lui donner une belle texture en bouche. Surtout que là, on sert en tataki, donc il va être cuit légèrement à l'extérieur, mais cru à l'intérieur. On veut avoir la belle texture, on veut pas que ça soit trop pâteux en bouche. On veut retirer cette espèce de liquide un peu visqueux qui peut entourer le poisson avec le tataki en allant chercher cette cuisson-là, mais préserver le goût délicat du poisson. On va passer à la découpe du saumon. Là, je m'apprête à dire quelque chose que je dirais jamais en entreprise, OK? Mais là, je suis dans un scénario de maison. Ça ici, mon eau est vraiment froide, mon thon est vraiment froid. Dans 10 minutes, c'est impossible que ça tombe en température. Il fait pas chaud ici, OK? Mon poisson, il est vraiment froid. Je vais le manipuler très rapidement. Donc, je ne travaillerai pas sur glace. Je vais tout de suite envoyer ça au frigo après. Si on est en entreprise, les quantités sont plus grandes, les manipulations prennent plus de temps, donc il y a plus de chances que l'aliment tombe en température. À la maison, commencer à sortir de la glace, un bol, un autre bol, c'est plus de vaisselle. Là, je vais juste y aller rapidement, pas trop toucher le poisson, commencer par enlever la peau. Très simple, la partie grasse, je ne vais pas la découper sur le long, donc je vais juste y aller comme ça. On commence par des languettes. Beaucoup de tartares asiatiques qui sont hachés, avec raison, parce que des fois, ils utilisent des parties du poisson qui sont allées gratter sur l'arête. Mais là, vu qu'on a des beaux morceaux, j'en profite pour faire des beaux cubes. Vous remarquerez que le saumon n'a pas été saumuré. Pour le tartare, on peut le faire, on peut ne pas le faire, mais ultimement, on va ajouter du sel. L'effet risque d'être le même. Truc à la maison, quand on coupe du poisson cru, on peut juste humidifier notre linge, ou ça peut être un papier absorbant, peu importe. Je vais juste passer ma lame sur le linge humidifié. Ce que ça va faire, c'est que ça va retirer la matière grasse qui s'installe sur la lame. On peut la voir ici, la matière grasse qui s'est installée sur la lame. Ultimement, ce qui arrive, c'est que ça crée de la friction quand la lame passe à travers la chair et ça fait en sorte qu'on manque de précision à la découpe. En humidifiant la lame comme ça fait en sorte qu'il y a un petit peu d'eau qui l'entoure et quand j'arrive pour couper le morceau de poisson, il y a moins de corps gras qui s'installe, il y a moins de friction et la découpe est plus précise. Donc là, sur le long comme ça, boum. À chaque coup de couteau, on peut lui donner un petit coup, même chose. Petit bâtonnet. Je vais tout de suite aller mettre ça au frigo pour pas que ça chauffe. Aussi simple que sortir le thon de la saumure. Voilà. Ça. On va juste prendre un papier absorbant
et bien essorer notre poisson. Étant donné qu'on va le faire saisir à la poêle, on ne voudrait pas qu'il y ait des éclaboussures d'huile. On met ça au frigo, le temps de s'installer pour cuire le tataki. Une fois de plus, vous m'excuserez pour la fun. J'ai une poêle en fonte ici, j'ai de l'huile neutre dans une pipette, déposer un petit fond. Je suis curieux de savoir votre opinion. J'ai comme une idée en tête d'une vidéo où est-ce qu'on passe à travers la cuisine au complet ici. Chaque tiroir, comment on organise les choses, le matériel qu'on utilise. Je suis curieux de savoir, ça vous intéresse-tu? Voulez-vous qu'on parle de ça? En tout cas, laissez-nous savoir. Encore une fois, la poêle en fonte, c'est idéal pour ça puisque ça conduit la chaleur de manière super uniforme. Ça va aller chercher un beau marquage. Et une fois que notre poêle en fonte est bien assaisonnée, le poisson ne collera pas. Donc tout de suite en partant, je dépose. Je vais donner un peu de mouvement pour être sûr que ça ne colle pas. Évidemment, là, ça ne colle pas, donc c'est parfait. Ça va aller très vite. Tout ce qu'on veut, c'est marquer l'extérieur. Et là, déjà, après même 30 secondes, je le retourne. Là, je vais avec les mains, mais gars, si vous pouvez utiliser des pinces, faites-vous pas mal, moi je suis habitué. Alright, un autre 30 secondes d'arrivée, boum, on le revire. Genre de 30 secondes de chaque bord. Très simple, très efficace. Ça va apporter un goût super agréable au poisson. Ça retire l'espèce de côté visqueux du poisson cru. Quoique, on adore le poisson cru, mais il y a du monde qui, des fois, le côté visqueux, c'est peut-être pas leur partie préférée. Dernière étape, avant de complètement laisser le poisson refroidir au frigo, on va l'enduire de graines de sésame. J'ai des graines de sésame blanches et noires. C'est vraiment la graisse résiduelle, température, qui va faire en sorte que le sésame va coller autour. Je vais le mettre au frigo, on va pouvoir laisser refroidir avant de trancher. Et pendant ce temps-là, on continue. On va découper nos légumes, faire notre sauce et assaisonner le tartare. Coup théâtre, le riz est prêt, on va pouvoir l'assaisonner. Alors voici à quoi ça ressemble. On a tous déjà vu du riz. Là, j'ai un gros cupule. Il est gros de même parce que je veux pouvoir vous montrer à l'intérieur, mais on a juste besoin d'un bol pour bien l'assaisonner. Donc, je vais mettre le riz à l'intérieur du bol. Et là, je vais venir l'assaisonner avec mon outil à riz comme ça. Juste le verser un peu partout. Là, ça, c'est vraiment, on l'assaisonne comme on veut. On commence toujours par une plus petite quantité. On ne veut pas casser le grain de riz, mais on veut défaire les boules pour que chaque grain soit assaisonné. Donc, j'y vais gentiment. Et vu que le riz est encore chaud, c'est quasiment comme s'il boit l'assaisonnement. Donc, au début, on a l'impression qu'il y en a trop. Oh my God, le riz perd sa texture, il a l'air plus collant. Et plus on mélange, plus il reprend sa forme initiale. On va y goûter. Je vais rajouter juste un peu d'assaisonnement. Ça, c'est pas grave, s'il en reste, ça tient super longtemps. On peut en faire des grandes quantités d'assaisonnement comme ça, puis juste toujours en avoir disponible à ajouter à notre riz. Nous, c'est ça qu'on fait au studio ici. On fait une grosse quantité de marinade, puis on est toujours prêt à assaisonner du riz avec. Personnellement, je préfère servir le riz température pièce, même peut-être encore un peu tiède. Donc, on va pas le mettre au frigo. Je vais juste le disposer dans une assiette. On va pouvoir le mettre de côté jusqu'à temps qu'on soit prêt à le servir. Et pour éviter qu'il sèche, on va juste filmer. Et voilà, on peut juste mettre de côté pendant qu'on finit le reste des préparations. Ça, on peut juste le mettre dans un contenant et le garder pour la prochaine fois. Pour ajouter un peu de gourmandise au plat, on va préparer une émulsion au gingembre. Celle-là, notez-la, guys, c'est addictif, c'est difficile de pas trop en manger. Pour se simplifier un peu la tâche, j'ai du gingembre magné du commerce, qui est très délicieux. On va pouvoir en mettre une bonne quantité dans notre récipient. Ça va aller chercher de l'acidité, un petit kick de spiciness et le bon goût de gingembre qu'on aime beaucoup. On va pouvoir mettre 2 jaunes d'œufs. Pour un petit peu plus d'acidité, je vais ajouter du vinaigre blanc. Je vais aussi ajouter du tamari. On va chercher un peu de profondeur. Oh! Un petit peu de tamari à côté, à l'intérieur puis à côté. On va aussi ajouter de la poudre d'ail, une petite quantité comme ça. Un petit peu de poudre d'oignon. On poursuit avec juste une pincée de sel, étant donné que le tamari est salé, mais on n'a pas besoin d'en ajouter trop. On va chercher une autre dimension pimentée, un peu piquante du sambal oelek. Boum! N'ayez crainte. Le sambal, c'est chaud, mais le goût de piment que ça ajoute, c'est... It's a good one. It's a good one. Donc, je vais commencer par bien mélanger ma base. On va être sûr que tout soit bien mélangé, que le gingembre soit le plus broyé possible. Ça vaut la peine de prendre le temps de bien mélanger à cette étape-ci. Moi, je vais goûter. Je sais que ça va être vraiment intense, mais je vais goûter pareil parce que je veux savoir je suis où par rapport à mon assaisonnement. Je vais ajouter un peu plus de gingembre. J'adore ça, le gingembre. Puis une touche de sel. Et on est prêt à émulsifier. Donc là, gentiment, j'ai mon huile neutre ici. Je vais juste commencer à l'incorporer. Oh yeah!
Ça, c'est dangereux. Cacher ça, là, parce que je pourrais le manger juste comme ça à cuillère. Oh my god. C'est piquant, c'est sucré, c'est salé, c'est gras. Ça goûte... C'est juste extraordinaire. Faut que je reprenne mes sens pour vous décrire ça goûte comment. OK. 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 J'étais sur le point de poursuivre la recette et soudainement, je me suis dit, il fait tellement beau, il y a tellement de la belle lumière sur le bord de la fenêtre. Il faut qu'on se déplace là-bas. Pas le choix. Donc, de toute manière, il nous reste juste des découpes de légumes à faire. Allons sur le bord de la fenêtre. Laissez la lumière naturelle vous montrer à quel point cette recette est extraordinaire. Bon appétit, mes amis. Extraordinaire, fantastique, savoureux, gourmand, frais, délicieux, explosion de saveurs, c'est dynamique, chaque bouchée est différente. On peut mettre un peu plus d'acidité, on peut mettre un peu plus de piquant, un peu plus de riz, un peu plus de protéines, un peu plus de légumes, petit côté herbacé avec la coriandre. C'est aussi vraiment le fun à partager autour d'une table si on reçoit. Je vous parle rapidement du tartare. Donc, on avait le saumon qu'on a découpé. Après ça, j'ai ciselé des oignons verts. On a mis un peu de la même mayonnaise qu'on a préparée plus tôt. Un peu plus de sambal pour aller chercher un petit piquant de plus. That's it. On a mis du sel, un petit peu de vinaigre blanc pour une pointe d'acidité. Boom, ready to go, pas trop compliqué. La qualité du thon, la saumure, le fait d'avoir servi en tataki comme ça, la maillardisation autour du thon avec la graine de sésame qui ajoute juste une petite moche. Rien qu'une petite. Le riz, man. Tu es capable de prendre des baguettes puis t'en pogner une petite patch de riz comme ça, là. Ça tient. Ça veut dire qu'il colle parfaitement. On voit, c'est pas une boule. Chaque grain peut se détacher si on veut. Il y a encore une belle texture. C'est pas trop cuit comme si c'était comme du gruau dégueulasse. On sent chaque grain de riz et c'est ça qu'on veut. Il colle, mais il y a encore une belle texture. J'en parle, je salive, je suis incapable de me retenir. Je vais m'en faire un petit juste pour le fun. Le nori, ça, c'est la dimension qui apporte tout. Ce qui est le fun aussi, contrairement au sushi, c'est que là, étant donné qu'on les bâtit au fur et à mesure, la feuille de nori garde son croustillant. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est le point vendeur. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que je préfère ça au sushi. Je vais me faire haïr en masse pour ça, mais gingembre mariné sur ça, c'est vraiment bon. Et voilà, la recette que je peux manger pour le restant de mes jours. Je vous conseille fortement de l'essayer. Inspirez-vous, utilisez les protéines de votre choix. Je l'ai déjà fait avec du poulet grillé, c'était fantastique, mais je vous conseille justement d'utiliser le modèle et de le faire à votre façon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode extraordinairement fantastique de recettes ultra intergalactiques. Ah! OK.